Un petit mot, redescendre un peu sur terre après la discussion à laquelle nous avons assisté. Dit François, si j'ai bien compris en fait, l'éméritat, ça consiste à être déchargé de toute tâche bureaucratique pour être affecté à temps plein et jusqu'à la fin de ton temps à l'exercice de ton art, si j'ai bien compris. Et dans ce cadre-là, donc c'est un rite de passage, et il est des rites de passage qui s'accompagnent de passages de flambeau. Et c'est un peu ça que j'ai l'impression qu'on vit aujourd'hui. Alors tout d'abord, il y a un passage de témoin, simplement. Et là, j'y prends un peu ma part, en faisant une partie du relais, qui est assigné à la vieille garde. Et donc je remercie Antoine de m'avoir appris que je faisais maintenant partie de la vieille garde, parce qu'on bouge tous dans... C'est la première fois que je préside une séance d'un colloque, donc voilà. Plus fondamentalement, évidemment, il y a le flambeau, il y a toute la flamme que tu vas nous céder. Enfin, tu seras encore là, évidemment, mais et là, vu ton caractère flamboyant aussi, il faut beaucoup de personnes pour y parvenir. Et si j'ai bien compris, ce sont notamment les différents intervenants d'aujourd'hui. Alors, premier intervenant, c'est Diane. Et Diane, d'après son texte, elle va nous expliquer une équation typiquement austienne. Il y a plus dans deux têtes que dans deux. Absolument. Bonjour à tous. Alors, je suis très contente d'avoir l'occasion aujourd'hui d'écouter ce que plusieurs des membres de notre équipe ont préparé en l'honneur de François. Donc pour les étudiants, on a préparé un livre. C'est ce qu'on fait quand un professeur accède à l'éméritat et qu'on l'aimait bien. On ne le fait pas pour tous, mais François, lui, en a fait un très gros, donc ça veut dire qu'on l'aimait vraiment beaucoup. On écrit un article ou plusieurs, voilà, sur une certaine thématique. Ce livre, il s'appelle « Le droit malgré tout ». Évidemment, c'est très gai aujourd'hui d'entendre les collègues parler de ce qu'eux ont proposé dans le cadre de cet ouvrage, puisque c'est toujours différent de lire un chapitre ou bien d'entendre quelqu'un parler de ce qu'il a écrit, a fortiori quand ça a reposé. Donc je vous remercie à tous de votre présence. Je remercie François de sa bienveillance pour le passé et aussi pour ce que je vais dire maintenant. Je remercie un tout petit peu moins les étudiants avec qui j'ai passé la soirée d'hier au Clubhouse. Disons que ce serait un hommage à François, qui n'était pas le dernier à rentrer au souper de cours. Je vais jusque-là dans l'hommage, j'ai souffert un peu ce matin, mais voilà. Alors dans mon texte, j'ai voulu faire un clin d'œil à deux des leitmotifs de François Host, que je l'ai entendu répéter souvent au Clubhouse, l'autre, celui des grands. Ces deux leitmotifs, c'est « il y a plus dans deux têtes que dans deux » et « il faut relire les fondamentaux sans relâche, y revenir encore et encore ». Curieuse formule, il y a plus dans deux têtes que dans deux, et là-dedans, j'ai toujours entendu à la fois le plaidoyer de François pour le travail collectif, avec une pensée pour les écrits formidables auxquels a mené sa collaboration avec Michel Van de Kerkhove, et j'ai toujours entendu aussi une expression plus générale de ce qu'un dialogue de qualité peut générer. Une sorte de mise en œuvre du cœur même de la dialectique, cette démarche scientifique que défend François, en particulier dans le champ de la théorie du droit, et qui avait fait l'objet de l'une de mes questions à l'examen oral d'ICPJC en 2002. Tu n'avais rien dit. Mais ça va, j'avais réussi après. Alors, prenant cette formule au sérieux, comme point de départ sur le fond de mon chapitre, j'ai voulu commenter l'une des hypothèses qui me paraît centrale, si pas la plus centrale, je vais oser le dire, dans tes travaux, François. Cette hypothèse, c'est l'idée que le droit serait un tiers, un référent avec un grand R, comme tu le dis parfois. Alors le droit comme tiers, c'est à la fois un principe procédural qui organise le débat contradictoire. Deux personnes sont en litige, on organise ce débat et on lui permet d'aboutir. Mais c'est aussi, le droit comme tiers, une description de ce que tu appelles la nature profonde du droit, en tant qu'articulation entre la différence et le même, la singularité et le collectif, l'enjeu de l'individu dans la société, et le droit parmi d'autres modes de régulation sociale. Alors quand on se plonge là-dedans, on trouve chez toi des réflexions d'une très grande profondeur et d'une complexité indéniable parfois. Par exemple, quand tu développes l'idée que le droit n'est ni supérieur ni adjacent aux autres sphères du social, mais qu'il se situe à un niveau distinct, secondaire, chronologiquement second et logiquement méta. Chronologiquement second et logiquement méta, j'y ai passé quand même un moment sur cette formule-là. Mais donc chronologiquement second et logiquement méta par rapport au lien social, et que le droit tiendrait dans, je te cite, l'institutionnalisation de la scène tierce
l'instance du tiers, il serait donc ce droit, l'instance du tiers qui, en dédoublant le « je » et le « tu », en civilise les rapports, les rend civils, raisonnables et justes. C'est dans « À quoi sert le droit » tous ces passages, et ce n'est pas sans écho avec l'intervention d'Antoine Bayeux de ce matin. Alors, en tant que tiers à la relation bilatérale entre toi et moi, le tien et le mien, le droit permet en effet de se penser à la fois comme propriétaire et comme locataire, comme mère et comme fille, comme épouse et comme partie à un contrat, chacune parmi d'autres. Autrement dit, le droit permet de sortir du face-à-face, non d'abord par la figure du sage ou du juge qui siège en surplomb, mais plus fondamentalement encore, en tant que, et je cite à nouveau François, le droit serait le tiers comme n'importe quelle troisième personne toujours possible, le plus un qu'il est toujours possible d'ajouter à la série et qui empêche de la boucler sur elle-même. Ce léger écart, dis-tu, est un, toujours selon tes mots, imperceptible décentrement, mais un monde symbolique. Un monde symbolique qui rend possible la référence à une commune mesure et qui par là peut modifier profondément la nature du lien social en le développant, en le raffermissant à la fois. Tout ça, c'est tiré de ton « À quoi sert le droit ?» et ça transparaît aussi dans de nombreuses autres publications qui ont été les tiennes, en particulier, me semble-t-il, dans ton ouvrage « Du Sinaï au Champ de Mars ». Alors c'est à ce rapport entre lien social et droit que j'ai voulu consacrer ma contribution à l'ouvrage « Le droit malgré tout ». Et j'ai travaillé à cette question parce que cette hypothèse me posait question dans le bon sens du terme. Ça me semblait intuitivement fondamental, crucial, mais j'avais envie de mieux comprendre, de mieux saisir ta proposition. Alors, il s'agit sans doute plutôt d'une réflexion fondamentale sur le droit que d'une analyse de ces mutations contemporaines par rapport au titre de cette journée, mais ça n'empêche aucunement que ça conserve un caractère, à mon sens, très actuel. Alors, cette question, donc il y a plus dans deux têtes que dans deux, il y a donc quelque chose de plus qui serait un tiers. En gros, je suis partie là-dedans, et le droit serait un tiers. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ça ? J'y ai travaillé en suivant un autre de tes mantras que j'ai mentionné tout à l'heure, relire les fondamentaux sans relâche, y revenir encore et encore. Et j'ai donc tâché d'éprouver les propositions de François en revenant à deux penseurs du contrat social qu'il connaît bien, qu'il mobilise dans ses écrits, Thomas Hobbes et Emmanuel Kant. Alors, en deçà de Ricoeur, que François Hoste affectionne et cite beaucoup, en deçà aussi de Lévinas, dont les propositions transparaissent souvent dans ses textes, ce retour à la pensée contractualiste me paraissait adéquat pour réfléchir, sur la base des travaux de François, au passage du chacun pour soi au tous en encore social. C'est bien l'idée du contrat social. Et donc ça me paraissait aussi adéquat pour interroger le lien du droit avec l'établissement de ce lien social. Donc ma question n'était pas d'abord celle de la fondation civile, du moment zéro de l'État ou du moment zéro de l'autorité du souverain, ça c'est la question première, en tout cas comme on la présente du contrat social. Ma question était plutôt celle du rapport entre tiers et socialité, en un double questionnement, que je n'aurai pas l'occasion d'épuiser aujourd'hui, ni peut-être dans ma vie. Alors, d'une part, première question, premier set de questions, le droit amorce-t-il ou force-t-il le lien social en un moment fondateur, comme une lecture littérale du contrat social pousse à le penser, ou vient-il le régénérer, comme le dit François Hoste ? Autrement dit, le droit vient-il avant, après ou avec le lien social ? Trouve-t-on, à cet égard, et c'était le petit travail que je m'étais donné, chez Hobbes et chez Kant, un écho à la définition du droit que nous propose François Hoste. Deuxième set de questions, donc d'autre part, plus généralement, pourquoi donc faudrait-il un autre, un tiers, pour se lier à autrui, pour se trouver soi-même ? C'est la thèse que soutient François Hoste, comme illustre par exemple sa lecture de Kafka, puisque selon lui, les dérives du procès, le fameux procès de Kafka, elles sont dues à un déficit de symbolisation, à un rapport à l'autre faussé par l'absence d'un tiers qui devrait en fait être le droit, ou que devrait être le droit. Donc la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'un retour à Hobbes et à Kant pourrait venir renforcer cette hypothèse, d'une part symbolique indispensable à l'exercice abouti des fonctions du droit, et donc d'une part indispensable également à un lien social qui soit juste et vivant. Alors faute de temps, je ne répondrai probablement à aucune de ces questions, et je vais me concentrer ici. Voilà, c'est du succès. Sur les propositions de Thomas Hobbes croisées avec celles de François Hoste, en laissant Kant pour les motivés qui auront envie de lire mon texte. Ou les siens, ce serait mieux. Ah oui, c'est les manifestations pour le climat.
Alors François a commenté la théorie de Hobbes quant au contrat social. Je l'ai repris sous un angle un peu décalé par rapport au sien, donc en me concentrant sur la question du tiers plutôt que sur celle du fondement. Et à ce sujet-là, l'hypothèse de François au sujet du droit comme un tiers qui régénérerait le lien social, à vrai dire, elle n'entre pas en écho avec celle de Hobbes. Ça marche pas. Ils disent pas du tout la même chose. On ne trouve pas dans ce que Hobbes, je vais l'expliquer, définit comme le droit naturel d'une part, ou comme la loi naturelle, ou même le contrat social et la législation. Ils disent pas la même chose. Et donc c'est par la négative que cette lecture croisée s'est révélée féconde pour moi. Alors je suis convaincue que c'est quand ça ne marche pas que ça devient intéressant. Peut-être pas tout à fait comme ce que disait Antoine tout à l'heure. Donc, voilà, ceux qui cherchent quand ça marche et ceux qui cherchent quand ça ne marche pas. Moi, c'est plutôt du côté que ça ne marche pas. Mais ça m'a semblé quand même utile, en tout cas, ça l'a été pour moi, pour mieux comprendre la proposition de François dans sa singularité, dans sa profondeur, que d'essayer de l'éprouver avec une lecture croisée. Alors, Hobbes... la technique juridique, ça ne l'intéresse pas beaucoup, et puis son questionnement, il est d'abord politique, mais pourtant, on peut vraiment considérer que c'est un philosophe du droit, et donc à ce titre, un bon interlocuteur pour nous ici. Il s'occupe quand même beaucoup de la question, des questions de l'obligation, de la normativité. On trouve ces questions vraiment au cœur de son système philosophique, même si son objectif est différent. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est concevoir une science politique qui garantisse la paix et la sécurité. C'est ça qu'il veut faire. Établir scientifiquement avec certitude, la possibilité d'un État fort qui garantisse la paix et la sécurité. Il est complètement traumatisé par les guerres civiles de son époque, et donc il a cet objectif-là. Et en plus, il travaille à une époque où la Renaissance a ouvert un nouvel espace politique, un nouvel espace conceptuel aussi, et donc il veut refonder les formes juridiques et les valeurs politiques admises jusqu'alors. Alors si on s'intéresse à ce qu'il appelle droit, première étape pour voir dans quelle mesure il pourrait dialoguer avec François. Alors, on peut voir ça dans le Léviathan, mais aussi dans des traités comme Le Citoyen ou Les Fondements de la politique, ou encore le traité sur la nature humaine. Si on regarde ce que Hobbes appelle droit, on tombe d'abord sur ce qu'il appelle le droit naturel. Le droit naturel, c'est la liberté de chacun d'user de sa propre puissance, comme il le veut, pour obtenir ce qu'il veut. C'est-à-dire pour préserver sa propre nature, sa propre vie, satisfaire ses désirs. À l'état de nature, nous n'avons que ça. Chacun a ce droit naturel, à savoir la force, la liberté, la force de la liberté de faire ce qu'on entend pour obtenir ce qu'on veut. Alors ce droit naturel, bien sûr, puisque ma question c'est d'essayer d'articuler droit et lien social, ce droit naturel pose la question du rapport à l'autre, puisque des individus doivent bien coexister, et que tous, ils ont le même droit naturel sur les choses qui pourraient leur paraître nécessaires ou désirables. Et donc, peut-être que là, il y aurait une première articulation droit-lien social. Ben non. Non, on ne trouve pas là un état chez Hobbes à partir de cette notion de droit naturel pour les propositions de François Hoste. Premièrement, chez Hobbes, il n'y a pas un lien social que le droit viendrait seconder ou développer. Pour lui, l'homme, l'humain, lui dit l'homme, court de passion en passion, mais il n'a absolument aucune disposition naturelle à la société, et la vie humaine, en gros, c'est une course dans laquelle, ce sont ces mots, on n'a pas d'autre but et pas d'autre récompense que de devancer ses concurrents et d'obtenir seul ce qu'on souhaite. Autrement dit, le rapport entre humains qu'induit le droit naturel au sens de Hobbes, ce n'est pas du tout un rapport à autrui. La question qui découle du droit naturel, c'est celle de la coexistence et en fait de sa difficulté, mais ce n'est aucunement un lien entre des personnes. C'est potentiellement un affrontement entre des personnes qui souhaiteraient la même chose, mais il n'y a pas de lien social. Et donc les passions humaines qui passent et qui sont satisfaites par l'exercice du droit naturel ne génèrent positivement aucun rapport à l'autre dans le système de Hobbes. Et donc à la limite, on pourrait dire que c'est négativement par la guerre que cause le fait que tout le monde veut exercer son droit naturel et donc avoir la même chose. Alors là, négativement, il va se passer quelque chose qui va mener à une forme de sociabilité. Mais donc, articulation, lien social-droit, à ce moment-là, ça ne marche pas. Deuxième problème qui nous empêche toujours de trouver là une réponse, mais qui, je trouve, permet aussi d'affiner, en tout cas, ma compréhension de ce que François peut proposer. Le droit naturel, ça n'a rien à voir avec la juridicité ou même la normativité. C'est un droit de chacun, mais donc, au fond, c'est la mesure d'une force
ou la mesure d'un pouvoir, on peut faire ce qu'on veut. Ça n'a rien de juridique, ça n'a rien même de normatif. Donc on parle de quelque chose d'autre que ce qui nous occupe ici, aujourd'hui, à la faculté de droit, ou quand on lit les propositions de François. Le droit naturel, c'est la force de l'individu. Plus encore, ce droit naturel, il n'est pas seulement antisocial, au sens où, à un moment, la situation à laquelle il mène, la guerre de tous contre tous, pourrait mener à l'État, mais il est antisocial, puisque ça génère la guerre des individus les uns contre les autres. Donc, à tous égards, la rencontre entre le droit dont parle François Host et le droit naturel de Hobbes, ça rate. Alors, selon Hobbes, l'individu peut quand même sortir de cette guerre, parce qu'on est dans un état de nature avant la société où, chacun exerce son droit naturel, il veut faire tout ce qu'il veut, il peut faire tout ce qu'il veut, il a ce droit-là, mais du coup, tout le monde se bat et on risque de tous mourir. Et donc, selon Hobbes, l'individu peut et va sortir de cet état, parce qu'il va se rendre compte, chacun, dans son fort intérieur, que, au fond, la situation ne lui permet pas de satisfaire ses désirs et même menace sa vie. Et donc ça l'empêche en fait d'exercer son droit naturel, puisqu'on risque tout le temps de se faire tuer par un concurrent. Et donc par un cheminement naturel et incontournable, chacun ne peut que conclure, dit Hobbes, à la nécessité de changer quelque chose là-dedans. Et de le changer comment ? Eh bien c'est de confier tous, chacun, notre droit naturel à une autorité, le souverain, le Léviathan, et donc de conclure le contrat social. On dit on lui donne notre force, il sera le seul à pouvoir exercer cette force, et donc il pourra permettre que chacun respecte certaines lois et que donc on puisse survivre. Cette espèce de conclusion rationnelle et incontournable, c'est une loi de nature pour Hobbes. C'est pas un consentement, c'est pas une négociation, c'est de la pure raison, c'est même du calcul, un calcul téléologique dont le seul but, c'est la sécurité. Ou la paix. C'est un impératif logique, c'est pas une norme juridique. Donc il dit c'est une loi naturelle parce que ça s'applique partout, tout le monde va arriver à la même conclusion, mais de nouveau, on est en dehors de nos champs de réflexion sur le droit, parce qu'il ne parle pas de droit, on parle de loi naturelle, mais c'est de la raison, un impératif logique. Et pourtant, quand même, cette loi naturelle, elle va mener à la création d'une figure tierce au non-rapport interindividuel, puisque sur la base du droit naturel et de la loi naturelle, rationnelle, Hobbes va dire la seule conclusion possible, c'est le contrat social, c'est la constitution d'une société. Et donc là, il fait un renversement par rapport à ses prédécesseurs, puisqu'il fonde l'ordre juridique positif sur la volonté des individus de s'engager dans un rapport d'obligation. Sur cette base-là, certains auteurs soutiennent que donc, pour Hobbes, il y a une subjectivité pré-juridique, quelque chose comme un sujet de droit qui existe avant l'État. Et donc, le droit ne viendrait pas créer, à tout le moins, le sujet de droit, il le confirmerait, il l'établirait. Et donc, l'individu, dans cette hypothèse, serait à la racine de l'ordre juridique, comme il ne l'a pas été chez les penseurs qui l'ont précédé. Je vais passer certains éléments peut-être trop longs et techniques, mais l'idée, ce serait donc qu'il y aurait des sujets pré-juridiques. Même si on est d'accord avec ça, il n'y a pas pour autant de lien social, même quand la société telle que la conçoit Hobbes est construite. Il n'y a pas de tiers véritable à une relation non plus. En effet, les individus n'entrent en fait pas en relation les uns avec les autres, ils entrent chacun en relation avec le souverain, puisque chacun confie son droit naturel au Léviathan. Et donc, avant comme après le contrat social, chacun demeure pris dans son droit naturel, je veux obtenir ce que je désire, mais sans jamais sortir d'une logique qui, en gros, vise à limiter la menace que les autres représentent pour moi et pour la satisfaction de mes désirs. Et donc, on est finalement dans une sorte d'agrégat, une pluralité de « je », et donc il n'y a pas un « il n'y a pas un « nous », il y a un « je plus je plus je plus je plus je plus je », c'est bien l'image du Léviathan. Et donc, on est dans une logique qui est exclusivement égocentrée, dans laquelle chacun ne consent qu'à suivre ses pulsions et sa raison naturelle. L'État n'est donc pas un tiers, le droit non plus, le droit que le Léviathan produira, les lois qu'il va imposer aux citoyens. L'État et le droit sont une conjonction de positions similaires et la conséquence d'un cheminement naturel à chacun. Et donc, ça n'a vraiment pas grand-chose à voir, ou pas du tout, avec le droit en tant que tiers tel que le conceptualise François. Et à la fois, ce détour-là m'a permis de mieux comprendre ce que ça pouvait bien vouloir dire que ça.
Alors non seulement il n'y a pas de nation, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de lien social antérieur au contrat social et postérieur non plus, mais c'est donc très important, à mon sens, de comprendre que la fondation de l'État et la création du droit ne génèrent aucune entrée dans la socialité, selon Hobbes. Le Léviathan ne produit pas ce que François appelle le changement qualitatif peu perceptible au début, exclusivement symbolique ou presque, qui permettrait de concéder, je le cite toujours, une forme minimale de reconnaissance réciproque, d'instaurer un début de symétrie entre les protagonistes. On n'est pas là-dedans. Il n'y a pas d'ordre juridique qui garantit l'autonomie des individus, il n'y a pas de dialectique avec la loi qui conférerait une forme de responsabilité, de liberté à chacun, il n'y a même pas de réciprocité au sens fort. Les individus restent pris dans leurs conditions naturelles et l'État ne sert en fait qu'à servir mieux cette condition. Et donc on voit bien que dans ce que propose François dans ses ouvrages, il y a quelque chose quand même d'infiniment plus fin. Alors sur cette lancée, je me suis permis un petit excursus psychanalytique. Pourquoi ? Eh bien parce que si on se décale d'une lecture exégétique des travaux de Hobbes, on peut se demander si finalement la première loi à laquelle est soumis l'individu, celle qui ferait tiers, celle qui ferait la possibilité, qui serait une condition de possibilité du lien social, ce ne serait pas la loi du langage. Ça, c'est une hypothèse qui m'a paru intéressante, d'autant plus que la question de la philosophie, la philosophie du langage et la question du langage est présente beaucoup dans les propositions de François. Selon Hobbes, le langage est antérieur au rapport entre individus. C'est une faculté humaine qui rend possible, il le dit, le social, la politique et la loi. Je cite un petit extrait. « L'invention la plus sublime et la plus nécessaire entre toutes reste celle de la parole qui consiste en nom ou dénomination et en leur connexion, par quoi les humains fixent leurs pensées, s'en souviennent quand elles sont passées, et aussi les exposent aux uns et aux autres pour leur utilité mutuelle et la discussion, sans quoi il n'y aurait pas plus de république, de société, de contrat, de paix parmi le genre humain que parmi les lions, les ours et les loups. » Et donc Hobbes conceptualise la pensée humaine comme discursive, au sens où, il dit au fond, quand on réfléchit, quand on pense, nous les humains, c'est comme si on parlait. Enfin bref, il dit aussi que l'humain est un être de désir et de parole. Franchement, on croirait lire un structuraliste de la moitié du XXe siècle. Quand on lit ces textes, c'est complètement stupéfiant. Et donc, à défaut d'entrer dans le champ psychanalytique, je vais pas vous imposer ça, ni même structuraliste, je ne vais pas me l'imposer à moi-même. J'évoquerai juste deux formules célèbres de Jacques Lacan qui font écho à cette conception de l'humain et qui permettent un petit lien, je trouve, intéressant avec la pensée de François. Premier extrait, la loi de l'homme est la loi du langage. Deuxième extrait, le dialogue paraît en lui-même constituer une renonciation à l'agressivité, ce qui fait écho à la pensée de Hobbes le craintif. Alors, à partir des pensées de l'enfermement dans le langage, chez Wittgenstein, chez Heidegger, etc., Lacan articule le rapport à l'autre, la mère d'abord, et le développement du sujet dans l'inconscient, toujours à l'aune d'un ordre symbolique, comme, au fond, celui d'un sujet qui est toujours déjà pris dans le langage. C'est sa loi. Nous sommes toujours déjà pris dans le langage, c'est une loi, on y est soumis, et à la fois, c'est la seule voie d'un déploiement et d'un dévoilement de soi-même. Je trouve qu'il y a là un point de convergence, j'ai pensé qu'il y avait un point de convergence intéressant entre cette proposition de Lacan et la position de François Hoste, particulièrement par rapport à l'effet émancipateur pour le sujet que peut jouer le droit, et donc à l'articulation avec le langage. Alors on le sait, hein, François a un penchant relativement caché pour la psychanalyse. Depuis sa thèse, on lit des choses, je ne sais pas ce qui est refoulé ou ce qui est inconscient ou ce qui est parfaitement calculé, je n'ai pas à le savoir, mais donc il y a des choses intéressantes quand François parle de rigueur, parle du droit comme référent, on retrouve vraiment cette idée d'une loi comme le langage, d'une loi qui serait celle du langage, et pourtant ça ne marche pas, et non ça ne marche pas et j'en finirai par là, je vous rassure, pour trois raisons en tout cas. D'abord, le rôle du langage chez Hobbes n'entrerait en résonance avec l'hypothèse de François en tant que loi qu'à la condition de considérer que le langage serait une forme de normativité endossée par les sujets parlants et associable à la juridicité. Même si le langage est une sorte de loi, il me semble que là, elle est hors les clous de ce qu'on appelle le juridique. Ça plaira à Antoine Bayeux. Il y a quand même des limites. Deuxièmement, Hobbes ne conçoit le langage que comme une voie de perfectibilité. Il dit c'est ce qui permet concrètement la concertation, et donc dans les faits, si on ne savait pas parler, on ne pourrait jamais se mettre d'accord, on ne pourrait jamais faire le contrat social. Alors, dans une certaine mesure, ça indique un rapport à l'autre, c'est vrai. Au fond, quand on parle, généralement, on parle à quelqu'un, hein, mais la parole n'est pas
la condition de la raison, la loi ou le lien social, elle n'en est certainement pas la cause, elle est simplement un outil qui les aide. Et donc ce n'est pas la même chose, me semble-t-il, que ce qu'on trouve chez François dans ses propositions sur le droit comme tiers que j'ai résumé beaucoup trop rapidement. Enfin, la dimension instrumentale qui est prêtée par Hobbes au langage ne me paraît pas rencontrer ce que disent des gens comme Lacan ou François Host, je les ai mis ensemble. En effet, toutes les questions symboliques de la loi du langage chez Lacan, de la loi la vraie chez François, ne rencontrent aucunement l'individu hobbesien, puisque chez Hobbes, l'individu, il est monolithique. Il est tout entier habité de ses passions, il est tout entier pris par son droit naturel, il veut assouvir ses désirs, il n'est pas du tout divisé comme le sujet que conçoivent Jacques Lacan et François Host. Pour Hobbes, l'individu, il ne cherche dans le langage et la loi qu'un moyen d'assouvir ses pulsions. Il n'a pas une fêlure en lui entre... une fêlure, disons, à ça, que des mots ou qu'une loi pourrait essayer de venir combler symboliquement. Ça n'a rien à voir avec le sujet brisé qui est appelé à une reconstitution symbolique tant de son identité potentiellement que du lien qu'il entretient ou pense entretenir avec les autres. Par ailleurs, il y a évidemment une grande proximité lexicale sur les mots de sujet, langage... oui, c'est l'effet de la psychanalyse. Sur les mots de sujet, de langage, etc., qu'on retrouve dans des pensées qui sont celles de François, qui sont celles de philosophes fondamentaux comme Hobbes, et qui sont celles de la psychanalyse, mais je pense vraiment qu'on utilise les mêmes mots pour parler d'autre chose. Et donc, le sujet de la psychanalyse, ce n'est pas le sujet de la loi, le sujet de droit. La loi de la psychanalyse, ce n'est pas la loi, et c'est en cela, c'est un petit trailer pour mon article, mais c'est en cela, à mon sens, que Pierre Legendre se plante parfois dans ses ouvrages, par ailleurs, tout à fait passionnants. Alors, malgré ce détour fort amusant, j'espère qu'en tout cas il vous a amusé autant que moi, vers la question du langage, ma lecture de Hobbes n'aura donc pas permis de trouver chez lui un état qui confirmerait la thèse qu'a soutenue François. Il n'y a pas chez lui un droit qui, tiers ou non, régénérerait un lien social, tout simplement parce qu'il n'y a pas de lien social. Et à la fois, ça a permis, je trouve, de pointer certains traits peut-être un peu gros, parfois chez Hobbes, qui pourtant peut être très subtil, et surtout toute la finesse et la profondeur des propositions de François par antinomie. Et donc, pour conclure, très très rapidement, cette contribution consacrée à l'articulation du lien social avec le droit, dont je n'ai réussi que bien maladroitement aujourd'hui, c'est la faute du souper de cours, à vous donner une image ou une petite idée. Il me semble que cette contribution m'a permis un petit clin d'œil à François, voilà, mais que, au fond, j'essaie de reprendre assez rapidement. Il faut évidemment prendre en compte le fait que Hobbes, Kant, dont je n'ai pas parlé, et François Host ne parlent pas à la même époque, que bien entendu, l'idée d'un humain comme être de droit est en évolution constante, et pourtant, il me semble qu'il y a une ambition dans laquelle Hobbes et François Host se rencontrent, c'est l'idée que quand on pense au droit, ce qu'on veut fondamentalement, le cœur de la philosophie dans laquelle on se situe, c'est une philosophie qui vise au déploiement de la condition humaine. Fondamentalement, c'est quand même une pensée du droit qui vise à clarifier si et comment on peut soutenir le développement d'une subjectivité et d'une vie qui vaudrait la peine d'être vécue. Voilà, je vous remercie.